11 personnes interpellées. Bonjour Alexis, Bonjour. dont l'assistant parlementaire du député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud. Mais je voyais sur les réseaux, je ne sais pas si vous pouvez confirmer cette information, qu'il y aurait un deuxième assistant parlementaire de Raphaël Arnaud qui serait également en garde à vue. Oui, alors vous l'avez dit, 11 arrestations, 9 hommes, 2 femmes. Jacques-Élie Favreau, le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, qui avait été identifié par certains témoins, a été arrêté. L'autre arrestation, c'est un autre assistant parlementaire de Raphaël Arnaud qui en fait utilise 2 noms. C'est pour ça qu'on attend la confirmation exactement, mais visiblement, il y a bien une personne qui a été arrêtée avec le même prénom, mais il utiliserait un autre nom de famille pour l'Assemblée nationale. Mais ce serait la même personne. Et également une troisième personne aussi qui est un stagiaire parlementaire de Raphaël Arnaud, un certain Adrien B. Donc ces 3 personnes qui ont été arrêtées entre hier soir et ce matin. Autre élément intéressant dans ces arrestations, que je tenais à partager aussi aux auditeurs, c'est que ces arrestations, elles n'ont pas eu lieu uniquement à Lyon. Elles ont eu lieu un peu partout en France. Il y a Haute-Loire, Drôme, Isère, etc. Et, tout. Et en fait, on voit qu'ils ont une volonté de fuir rapidement Lyon, de partir assez rapidement de Lyon. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette arrestation hier et ce matin, parce que je pense aussi du côté des forces de l'ordre, il y avait cette crainte aussi d'une fuite à l'étranger de la part de ces personnes-là. Bon, 11 personnes qui sont interrogées. Ceux qui nous écoutent se demandent peut-être comment ça se passe. Ce sont des interrogations sans discontinuer. Ce sont des interrogations individuelles où il peut y avoir des confrontations. Est-ce qu'on a des informations là-dessus ? Alors pour l'instant, ils sont tous en garde à vue. La garde à vue, ça dure 48 heures, comme vous le savez tous. Et pendant ces 48 heures, ils vont être confrontés à toutes les accusations qu'ont pu récupérer les policiers ces derniers jours. Parce qu'on l'a dit aussi, ils ont mis du temps à faire ces arrestations. Parce qu'en fait, mais ils sont interrogés chacun séparément. Donc à chaque fois par 2 personnes, par une personne ? Ça dépend. 2 personnes. Donc ça veut dire que la police de Lyon, il y a peut-être en ce moment 25-30 personnes qui sont en train d'interroger. Je pense même beaucoup plus, parce que c'est une affaire très médiatique. Et je pense que c'est dans le même endroit ? C'est dans le même... Non, parce que comme je vous l'ai dit, certains ont été arrêtés différentes régions de France. Il y en a aussi dans l'Ain aussi, qui a été arrêté. Donc chacun est isolé pour l'instant. Chacun va être confronté à toutes les accusations qui ont pu être... Par définition, il n'y a aucune information. On ne sait pas ce qui se dit à l'intérieur de ces gardes à vue. Il n'y a pas de... les policiers, évidemment, ne parleraient pas à la presse. L'avocat, il y a un avocat à chaque fois qui est présent, mais cet avocat n'a pas le droit de parler, d'ailleurs. Il n'a pas le droit de parler pendant l'interrogatoire. Il est là pour regarder. Il regarde, n'a pas le droit d'exprimer. Il peut déposer éventuellement des notes à la fin de l'interrogatoire. Gilbert Collard. Mais il n'a pas le droit de poser de questions et il n'a pas accès au dossier. Mais c'est sans discontinuer, parce que... Non, il y a des temps de repos qui sont prévus par la loi. Non. Mais c'est 48 heures maximum. Après, soit ils sont relâchés, ce qui est possible, mais ce qui serait surprenant, soit ils seraient mis en examen. Et alors là, il pourrait être interféré. Gilbert Collard, avocat évidemment pénaliste, qui connaît par cœur ce système. Il y a quand même quelque chose de futé. C'est qu'au fur et à mesure qu'on arrête quelqu'un, la garde à vue repart. Oui. Pas pour la totalité, bien sûr, de ceux qui ont été mis en garde à vue. Mais quand on arrête quelqu'un maintenant, il est bon pour 48 heures. Bien sûr. Eh oui. Donc, non, mais ça veut dire que ça donne une masse de temps pour recueillir des informations qui est quand même considérable. Cette technique, c'est une technique connue, s'appelle le compte-gouttes, qui consiste à mettre en garde à vue quelqu'un un peu plus tard. Ça donne non pas du temps sur la totalité, mais ça donne du temps sur une personne. Et juste aussi une précision, mais ils sont, l'enquête est ouverte pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes, et donc tous encourent la réclusion à perpétuité. C'est-à-dire que les 11 personnes qui sont interrogées en ce moment encourent la réclusion à perpétuité. Il y en a 6 qui sont identifiés comme avoir porté des coups à Quentin. Mais on ne connaît pas, on ne connaît pas lequel parmi ces 11, lesquels 6 dans les 11 sont dans les 11 responsables arrêtés, il y a ceux aussi qui auraient logé les 6 recherchés. Donc ils sont en garde à vue pour avoir logé et donc tenter de cacher les 6 qui ont lynché. Eux ne risquent évidemment pas la réclusion criminelle à perpétuité. Les 6 qui ont lynché, avec les 3 circonstances aggravantes nommées par le procureur, notamment les armes par destination, eux risquent, pour le meurtre de Quentin, la réclusion criminelle. Pour vous parliez des enquêteurs, avec Alexis, en disant il y a plus de 30 enquêteurs mis à disposition.
consignes ont été directement données par Laurent Nunez et Gérald Darmanin, que j'avais en début de semaine sur CNews, de mettre le paquet et d'avoir vraiment toute la mobilisation possible. Et Gérald Darmanin et Laurent Nunez, c'est vrai qu'on a eu dans un premier temps des interrogations sur la lenteur des arrestations. Et en fait, le but était de les arrêter en même temps pour qu'ils ne puissent pas échanger des informations et qu'ils sortent des gardes à vue s'il n'y avait pas de détention provisoire et qu'ils puissent informer les autres. Juste, j'ai la confirmation. Alexis de la Fontaine. J'ai la confirmation que une des personnes arrêtées est un deuxième assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Donc là, évidemment, avec le troisième qui est un stagiaire qui a été un stagiaire de Raphaël Arnaud. Ça se resserre évidemment contre Raphaël Arnaud. Il va avoir une question politique. Est-ce qu'il doit rester député? Est-ce qu'il doit être à l'écart? Et je pense que ça va être intenable pour la France Insoumise, qui va être obligée, à mon avis, de le lâcher. Simplement sur la procédure, parce que les gens qui nous écoutent, ils ne la connaissent pas aussi bien que vous. À la suite de ces interrogatoires, de cette garde à vue, qu'est-ce qui se passe? Il y a un juge d'instruction. Alors, soit il y a ce qu'on appelle le déferment devant le juge d'instruction, s'il y a des indices précis et concordants, comme on dit, hein, et à ce moment-là, il y a la mise en examen, avec comparution devant le juge de la détention et des libertés, qui soit peut ordonner l'incarcération, soit ne l'ordonne pas, avec possibilité pour le parquet, s'il n'y a pas de mise en détention, de faire appel. Voilà. Donc quand même, là où il va y avoir une phase numéro 2 particulièrement importante, ça va être celle des questions de la détention, du contrôle judiciaire, etc. J'ai entendu le procureur hier, et c'était intéressant parce qu'on devinait, il y avait du sous-texte, que c'était un homme d'autorité. Oui. Est-ce que c'est lui qui nomme le juge qui va décider? Non. Alors là, comment ce juge est nommé? Alors ça, c'est tout. Quand on parle de l'indépendance... Parce que ça m'intéresse toujours, moi, ces choses-là. Le procureur représente le parquet, bien sûr. Mais il y a un tour de rôle. Il y a un tour de rôle, voilà. Alors, si le procureur est malin, il peut calculer... Alors vous le direz après, parce qu'il est 16h27. Pardonnez-moi d'entrer dans la cuisine, si j'ose dire, mais je pense que les gens sont assez intéressés par cela. Il est 16h27, on marque une pause. On n'avait pas tout à l'heure les infos de Rudy Saada à 16h, puisqu'on a eu un souci technique à cause de Fabrice Lafitte. Mais, oh là là, je prends cher. Fabrice, je vais vous dire, Fabrice, je salue votre calme. Merci. Dans ces cas-là, votre sens de la décision. Nous avons changé de studio. Oui. Ça nous a fait un peu d'exercice. De Laurent Tessier, hein. Exactement. Ça nous a fait un peu d'exercice. Monsieur Collard n'avait pas fait de footing. La dernière fois qu'il avait fait un footing, Pompidou était président de la République. Mais nous sommes venus jusque dans ce studio et cet esprit de décision dont vous avez fait preuve, ce calme dans la tempête, me fait dire que vous fûtes à ce moment-là un grand capitaine. Alexis de la Fontaine pour nous rapporter les derniers éléments de l'enquête, et j'interrogeais Gilbert Collard, avocat pénaliste bien sûr, sur le fonctionnement de la justice. Et je rappelais que le procureur hier, qu'on avait entendu, c'était hier ou avant-hier d'ailleurs, m'avait paru assez intéressant, en tout cas faisant preuve d'une très grande autorité. Aujourd'hui il y a la garde à vue, puis à l'issue de la garde à vue, un juge d'instruction et décidera si on poursuit, si on emprisonne ou pas. Et j'interrogeais... C'est pas le juge d'instruction, c'est le juge de détention et de la liberté de la détention. Et j'interrogeais donc Gilbert Collard en disant qui nomme ce juge, parce qu'il a un rôle décisif. Question et je disais, est-ce que c'est le procureur qui le nomme? Et vous me dites non. Non, pas du tout, mais qui le nomme? Il y a un rôle qui est prévu, le lundi tel juge est de permanence, le mardi tel juge, le mercredi tel juge, le jeudi tel juge, c'est en fonction du tour de permanence. D'accord, donc c'est un hasard. C'est un hasard, mais on peut le forcer, le hasard. Oui, parfois, je sais que... On peut attendre, Alors, normalement, c'est le premier président aussi qui peut, ou le président du tribunal qui peut désigner le juge. Alors, et on peut retarder aussi le moment du déferment pour avoir un juge plutôt qu'un autre. Je l'ai vu faire ça. Moi, à Marseille, on avait un juge dont je dirais le nom, qui était complètement débile. Bon. Et quand il y avait un dossier... Non, mais c'est vrai, quand il y avait comme un autre. Non, mais c'est pas un pléonasme. Donc vous avez vu des avocats ivres et des juges débiles, c'est bien là. Non, on rigole, mais attendez, et quand il y avait un dossier très, très préoccupant, on se débrouillait pour que le dossier parte chez lui. On était sûr que ça allait durer 15 ans, quoi. Ah oui. Ah oui, tout le monde se le disait. Tiens, le dossier est chez le juge machin. Ah bon, d'accord, on en reparlera dans 3 siècles. Hein.
Bon, parce qu'effectivement... alors, quelle est la différence entre le juge d'instruction et le juge des libertés dans le juge dossier? d'instruction instruit l'affaire, oui. Et le juge des libertés se prononce sur les questions de mise en détention, de mise en liberté. Mais jadis, c'était le juge d'instruction qui Moi, j'ai connu l'époque où c'était le juge d'instruction qui instruisait et qui plaçait en détention. D'accord. Par exemple, dans l'affaire Grégory, c'est le juge Lambert qui a mis en détention. Nous sommes d'accord. Et le juge des libertés, donc ça a une vingtaine d'années, 25 ans Ça fait 15 ans à peu près, oui. Et vous trouvez que c'est une bonne chose qu'il y ait en plus ce juge ce qui est un deuxième regard sur l'affaire. Non, parce que c'était quand même incroyable que ce soit le juge d'instruction qui en même temps... et la capacité de mettre en détention. Bon, on s'est un petit peu écarté, mais ces questions-là, elles sont intéressantes parce qu'il faut faire un peu de pédagogie judiciaire, pourquoi pas. Est-ce qu'on a d'autres infos, Alexis, judiciaires? L'étau se resserre évidemment sur Raphaël Arnaud. Oui. Est-ce que d'ailleurs Raphaël Arnaud pourrait être entendu ces prochaines heures ou ces prochains jours? Et faut rappeler ce que vous nous disiez hier sur le flagrant délit, parce qu'il est député, donc a priori il a une immunité. Immunité parlementaire. Ouais, immunité parlementaire, il ne peut pas être entendu. Il ne peut pas être placé en garde à vue, par exemple. Non. Sauf si l'Assemblée lève l'immunité. Mais même dans le flagrant délit, ce que vous me disiez hier, même dans cette période-là, est-ce qu'il peut être en garde à vue? À mon avis, on ne peut pas l'impliquer dans le flagrant délit, parce qu'il était à Paris, donc on ne peut pas dire qu'il est dans la flagrance. On ne peut pas le dire. Il est en séance à l'Assemblée. Il était en séance à l'Assemblée, donc on ne peut pas l'impliquer dans la flagrance. Sauf si on a une écoute qui dirait... qu'il a passé des ordres. Allez-y. Alors, ce qui est possible, c'est qu'on ait des enregistrements de lui ou d'autres, soyons prudents, comme ça on ne prend pas de risque, du style planquez-vous, cassez-vous. Mais comment on aurait ces enregistrements? Parce qu'ils auraient été mis sous écoute, mais il n'y a pas de... Les SMS sont et puis les il y a familles. une mémoire des SMS, oui, bien même sûr. Si le téléphone est jeté. Ils utilisent des messageries aussi. Non mais vous dites bien sûr... parce qu'il est vu dans des affaires, oui. Donc le téléphone a été jeté dans le Rhône ou dans la Seine. Mais ils n'utilisent pas des SMS, ils utilisent souvent des messageries cryptées. Et si vous demandez aux opérateurs de ces messageries cryptées de fournir les SMS, ils vous fourniront les messages. Donc même par WhatsApp. Évidemment. Mais bien sûr. Donc tous nous avons des messageries. Je croyais que par WhatsApp d'ailleurs ça échappait manifestement. Mais non, il faut qu'il y ait une réquisition. Ils ont donné votre téléphone. Comment? Pour une autre affaire. Mais les WhatsApp, non, rien n'y échappe. J'ai entendu dire que WhatsApp échappait à l'écoute. Si tu téléphonais en WhatsApp par exemple, tu n'étais pas sur écoute. Pas du tout, pas du tout. Ah bah s'ils veulent vous mettre sur écoute, ils vous mettent sur écoute et peu importe. Les renseignements extérieurs d'ailleurs. Je vous y êtes renseigné comme ça. Mais je ne suis pas... Je veux dire, tout le monde peut m'écouter. Mais moi, on m'écoute en permanence. Oui, ça veut dire. Je devrais essayer. Et juste un élément sur l'implication potentielle de Raphaël Arnaud. Alexis de la Fontaine. C'est de ce qu'on découvre un petit peu au fur et à mesure des liens de Raphaël Arnaud avec la Jeune Garde, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Rima Assad, donc, qui était à l'origine de cet événement à Sciences Po Lyon et de l'origine de cette rixe, a dit qu'elle avait demandé à Raphaël Arnaud qu'elle s'était opposée à la présence de la Jeune Garde devant Sciences Po Lyon et qu'elle avait dit à Raphaël Arnaud: je ne veux pas qu'il soit là parce que sinon il va y avoir des violences. Donc, mais j'ai pas entendu ça. Elle l'a dit ou elle l'a écrit? Elle l'a dit quand ça? Elle l'a dit à l'Opinion hier matin ou hier soir. Donc a posteriori. Mais au journal L'Opinion, elle l'a dit hier qu'elle avait demandé à Raphaël Arnaud de ne pas venir, que la Jeune Garde ne soit pas présente devant Sciences Po Lyon. Donc il est donneur d'ordre alors. Et donc la question, la question c'est pourquoi est-ce que la Jeune Garde était présente? Mais Rima Hassan, faut arrêter de croire Rima Hassan qui nous dit qu'elle n'a jamais demandé la protection de la Jeune Garde. C'est les réseaux sociaux. Bien sûr, je transmets juste. Tu as raison de dire ce qu'elle dit. Moi, je vais dire ce qu'elle ne dit pas. Les réseaux sociaux sont inondés de photos aux côtés de Raphaël Arnaud. Le militant repenti qui parle dans Le Parisien de la Jeune Garde dit: j'ai rigolé quand Rima Hassan a dit que la Jeune Garde ne servit pas de service d'ordre. Elle était très proche de la Jeune Garde et c'est très intéressant. Il y a deux personnes qui ont lâché la Jeune Garde. Deux. Jean-Luc Mélenchon ne les a pas lâchés hier. Jean-Luc Mélenchon n'a pas lâché Raphaël Arnaud. Qui a lâché la Jeune Garde? Rima Hassan et Raphaël Arnaud. Tiens, les deux personnes qui pourraient avoir des conséquences judiciaires dans cette affaire. Très intéressant. Rima Hassan qui a fait la conférence et Raphaël Arnaud qui est le patron de la Jeune Garde. C'est les deux qui ont lâché la Jeune Garde. Parce que tu parlais juste de Léo dans Le Parisien, qui est un repenti de la Jeune Garde, qui dit très clairement que Jeff, qui est l'assistant parlementaire qui est arrêté aujourd'hui, dit il se plie aux ordres de Raphaël Arnaud, il fait le sale boulot partout en France pour lui. Et en fait, il dit aussi qu'il y avait
un accord avec la France Insoumise. La jeune garde s'occupait de faire le service d'ordre de la France Insoumise et en échange, il dit, on savait qu'on aurait des postes si on faisait le sale boulot. Et ben voilà. Et donc, oui, c'est exactement. les postes d'assistants parlementaires qu'on voit. Jeff, c'est Jacques-Élie Favreau, faut le dire, c'est Jacques-Élie Favreau. C'est donc le bras droit de Raphaël Arnaud qui était son assistant parlementaire. Donc vous pensez que dans ce dossier, Raphaël Arnaud entrera tôt ou tard? Oui, mais ne serait-ce que pour Gilbert Collard. Ne serait-ce qu'en raison d'un mécanisme psychologique vérifié dans toutes les affaires. À partir du moment où un individu mis en cause est lâché, il balance. C'est juste. Ça, c'est une constante. Alors là, vraiment, je l'ai vu dans tous les dossiers, moi. Et ceux qui demain vont se sentir lâchés par Rima Hassan ou par Arnaud, ils vont dire ce qu'ils ont envie de dire. Et on va apprendre des choses vraiment très violentes sur la France insoumise. Donc la mythologie de gens qui se taisent, c'est précisément une mythologie. C'est de la blague, ça. Vous avez jamais, en 50 ans de carrière, vous n'avez pas vu j'ai vu des grands. J'ai vu des grands. Non, des gens j'en qui ai ont vu gardé le secret jusqu'au bout, n'ont pas balancé, par exemple. Sinon, les flics se marrent, quoi. Le type, il entre, il parle, voilà. Mais là, il risque la prison à vie. Quand on risque la prison à vie, sous sa peau. Ça dure une demi-heure. Hein. C'est-à-dire au bout d'une demi-heure, une heure, le type, il dit comment on peut s'arranger. Si je parle, est-ce que je serais mieux traité et ma femme, est-ce qu'on peut la mettre hors du coup? C'est ce que. Du reste, il y a un terme en police. Hein, ça s'appelle la zone grise. Ouais. Ça s'appelle la zone grise. Donc vous avez tellement entendu de choses que vous ne croyez plus beaucoup en l'âme humaine, peut-être, Monsieur Collard. J'ai beaucoup. Alors, je suis croyant, donc je me dis qu'il y a une forme d'âme humaine que je ne connais pas et qui est ailleurs.